Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le changement de cap du Mali sur le Sahara occidental. Bamako annonce soutenir le plan d'autonomie sous la souveraineté du Maroc et retire sa reconnaissance à la République arabe sahraoui démocratique. Un tournant diplomatique majeur dans ce dossier sensible. Décryptage à suivre. Un autre changement intervient au Gabon pour les réseaux sociaux. Après 2 mois de suspension des plateformes numériques, le gouvernement annonce un changement qui pourrait tout changer. Fin de l'anonymat et désormais chaque clic sur un contenu illicite peut vous conduire en prison. Et le focus de ce samedi nous posera sur la Lune et une question stratégique pour l'Afrique. Pour la première fois depuis 50 ans, des astronautes ont de nouveau frôlé l'orbite lunaire. La mission Artemis 2 s'est achevée cette nuit dans le Pacifique, marquant une étape clé dans la conquête spatiale mondiale. Mais dans cette nouvelle course vers la Lune, une interrogation demeure. Où est l'Afrique ? Simple spectatrice ou future actrice d'un secteur devenu hautement stratégique ? Notre invité, Sékou Ouedraogo, ingénieur aéronautique et président de l'ASSO, viendra nous en parler. On ouvre ce journal par un repositionnement diplomatique fort du Mali. Le pays a annoncé ce 10 avril son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental, présenté comme la seule base sérieuse et crédible pour résoudre ce conflit. Dans le même temps, Bamako retire officiellement sa reconnaissance à la République arabe sahraoui démocratique, soutenue par le Front Polisario. On retrouve notre correspondant régional, Serge Daniel. La décision du Mali est une pilule amère pour le Polisario, mais surtout pour l'Algérie, dans un contexte de crise avec Bamako. Oui, tout à fait. Il y a 46 ans, le Mali reconnaissait comme entité territoriale la RAS, et là, 46 ans après, le Mali retire cette reconnaissance. Et quand on sait que Alger est le principal soutien du Front Polisario, en décidant donc de ne plus reconnaître le Front, cette entité, le Mali prend davantage ses distances vis-à-vis de l'Algérie. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'Algérie accusé par le Mali, je cite, de soutenir les terroristes qui viennent attaquer le Mali. Alors, la nouvelle a été prononcée en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, qui a qualifié la décision malienne d'historique. Et les autorités maliennes ont été plus loin en annonçant qu'elles appuient désormais le plan d'autonomie de souveraineté marocaine sur les territoires revendiqués par le Polisario. Alors, je le disais tout à l'heure, Bamako s'éloigne davantage du Mali, mais se rapproche davantage du Maroc avec des retombées. Il y a renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, augmentation par exemple du quota de bourse, et puis par exemple la suppression d'autorisation d'entrée au Maroc pour les ressortissants maliens. Merci Serge Daniel pour ce décryptage. Et évidemment, vous disiez que Bamako se rapprochait plus de l'Algérie et se rapprocher plus du Maroc et s'éloigner de l'Algérie. On vous avait compris, Serge. Merci beaucoup. Désormais, plus rien ne sera comme avant sur les réseaux sociaux au Gabon. Après 2 mois de suspension des plateformes numériques, le régime du général Oligui Nguema sort une ordonnance qui pourrait tout changer. Administrateur de groupe WhatsApp, simple partageur désormais, chaque clic sur un contenu illicite peut vous valoir la prison. Le texte met ainsi fin à l'anonymat. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Fraîchement publié au journal officiel, cette ordonnance est présentée ici comme un texte de modernisation numérique avec une 50aine d'articles dont plusieurs dispositions comparables aux pratiques internationales. Par exemple, la majorité numérique est fixée à 16 ans et un délai de 72 heures pour traiter les alertes liées au cyberharcèlement impliquant les mineurs. Objectif officiel, lutter contre la cybercriminalité et la désinformation. Sauf que la loi va un peu plus loin. Elle impose aux administrateurs des pages Facebook et groupes WhatsApp une obligation légale de modération. Si un contenu illicite circule portant atteinte à la dignité, à l'honneur, à la vie privée ou à la sécurité administrative, l'administrateur est responsable même s'il n'a rien posté. Aussi, l'article 44 donne la possibilité au juge de référer sur saisine de la haute autorité de la communication ou du ministère public d'ordonner, entre autres, la suspension d'un compte en 72 heures. Et ce n'est pas tout. L'article 8 lui instaure une responsabilité solidaire pénale, partager un contenu prohibé,
c'est s'exposer à des poursuites judiciaires et des sanctions sont dissuasives. 1 an de prison jusqu'à 50 millions de francs CFA d'amende pour défaut de modération et 5 ans de prison pour usurpation d'identité. Pour le gouvernement, c'est l'assainissement. Pour l'opposition, c'est une machine à broyer les libertés. Comment, dans ce contexte, protéger l'espace numérique sans étouffer la parole, s'interroge une partie de l'opinion, car derrière chaque groupe, chaque partage, le Gabon place désormais une épée de Damoclès judiciaire. Dans le cadre de la 32e commémoration du génocide contre les Tutsis, Kigali lançait vendredi sa toute première édition de Ciné Kiubuka, un festival pas tout à fait comme les autres. Ici, le cinéma intervient dans un espace pour faire émerger la mémoire et peut-être amorcer une forme de guérison. Notre correspondant Aurore Bayou s'y est rendu. Ce vendredi, sur les hauteurs de Kigali, 2 films sont à l'honneur. D'abord, The Things We Don't Say, les choses qu'on ne dit pas, de Ornella Moutouni. Un court-métrage qui s'attaque à l'intime, à ces silences qui traversent encore de nombreux foyers rwandais, 32 ans après le génocide des Tutsis. Puis Imfura de Samuel Ishimwe, un film puissant, déjà primé à la Berlinale, qui suit le retour d'un jeune homme dans son village natal pour reconstruire la maison de sa mère disparue. Cette édition inaugurale a été imaginée par la cinéaste Myriam Birara, qui voulait un lieu dédié aux films capables de transcender le trauma du génocide pour en faire une matière artistique réparatrice. Il me semblait essentiel de créer un espace où le cinéma s'inscrit dans cette période de commémoration, avec réflexion et intention. Nous nous réunissons de bien des manières durant Kibuka. Je me suis simplement demandé pourquoi le cinéma ne pourrait-il pas lui aussi apporter sa contribution. Sur place, le public est à l'image du pays, des rescapés, mais aussi beaucoup de jeunes nés après 1994 qui sont venus voir comment leur génération se réapproprie le récit national. Et dans un pays où la parole reste souvent retenue, Ciné Kiubuka fait un pari, celui de l'image, pour dire ce que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. La capsule Orion a méri au large de San Diego, mettant fin à la mission Artemis 2, première mission habitée vers la Lune depuis Apollo 17. Une répétition en quelque sorte générale avant le retour des humains sur le sol lunaire prévu à partir de la fin de la décennie. Derrière cette avancée technologique, une réalité, aucune nation africaine n'est aujourd'hui engagée dans ce programme international. Pourtant, le continent accélère, satellite, agence nationale et désormais une agence spatiale africaine opérationnelle depuis 2025. Alors, l'Afrique peut-elle rattraper le train du spatial et surtout à quelles conditions? On en parle aujourd'hui avec Sékou Ouedraogo, ingénieur aéronautique et président de l'ASO. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Merci. Alors, la mission Artemis 2 marque un tournant historique. Ça faisait 50 ans que les humains n'étaient pas allés aussi près. On a envie de savoir déjà en quelques mots, qu'est-ce que cette mission elle a de si extraordinaire? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? Alors, Artemis 2, c'est une étape vers la conquête de Mars. D'accord. C'est une deuxième étape. La première, ça a été l'envoi d'un lanceur vide, sans astronautes, autour de la Lune, qui est revenu sans encombre. Là, c'est une deuxième étape. Là, on envoie des hommes. La suite, ce sera en 2028, l'envoi d'hommes et surtout l'accès à la Lune, c'est-à-dire aller sur la Lune. Et donc, l'idée, c'est dans un premier temps de pouvoir créer une base avec des humains pour pouvoir, dans un second temps, aller sur Mars. Aller sur Mars, et on en espère beaucoup en termes d'apport technologique notamment, parce qu'il faut le dire, effectivement, aller sur, certains, pour des profanes, pourraient se dire ça coûte cher, on va là-bas, qu'est-ce qu'on va chercher, mais c'est surtout technologique. C'est tout l'effort qui est mis pour y aller à ce qu'on appelle de la dissémination dans le civil. Donc il y a pas mal d'avancées technologiques dont on profite. Quand en 69, les Américains sont allés sur la Lune, il y a pas mal de technologies qui ont été mises à disposition pour les civils. Donc c'est des grandes avancées technologiques qui permettent de faire profiter au plus grand nombre de la science. En fait. Donnez-moi un exemple connu. Un exemple connu. Oui. Par exemple, le CD. Ouais. Le CD, c'est des outils qui avaient été utilisés aux États-Unis dans le cadre de la conquête spatiale. C'est bien de le dire. Alors, par rapport à l'Afrique, on va redescendre sur Terre. Aucun pays africain n'est aujourd'hui signataire de cet accord Artemis. Est-ce un retard politique, économique ou stratégique ?
Alors, il me semble que le Sénégal s'est lancé dans la signature de l'accord. Je ne sais pas s'ils l'ont lancé officiellement. Bah non. Mais il me semblait qu'ils étaient censés le signer. Ouais. Donc non, il est sûr qu'en termes de conquête spatiale, l'Afrique n'en est pas là. Là, aujourd'hui, ce qui est fait, c'est vraiment d'utiliser le spatial pour le développement. Ce n'est pas du tout une conquête, c'est utiliser les applications satellitaires, notamment les applications des satellites d'observation de la Terre, pour aider à l'agriculture, lutter contre les feux de forêt, contre les inondations, aménager le territoire, toutes ces choses qui nous sommes utiles en termes de développement. Mais la conquête spatiale, je ne pense pas que ce soit le sujet actuellement. Alors, vous avez parlé des satellites africains qui ont doublé en quelques années d'ailleurs. L'agence spatiale africaine peut-elle devenir, alors on sait qu'elle a été inaugurée, on en a parlé même sur cette antenne l'année dernière, peut-elle devenir un outil pour vous de souveraineté ou est-ce qu'elle va rester simplement symbolique, j'ai envie de dire La répartition spatiale est inégale sur le continent. Vous avez des grandes nations qui travaillent sur ces sujets depuis très longtemps, comme l'Afrique du Sud ou l'Égypte. Oui, l'Égypte, oui. Donc l'Agence spatiale africaine, il me semble, n'est pas là pour leur faire de l'ombre ou prendre leur place. C'est des entités qui existent, qui sont puissantes, qui font des choses. L'Agence spatiale africaine, pour moi, c'est un outil qui sert à harmoniser la politique spatiale du continent, à permettre au continent de parler d'une seule voix pour être en interface avec des agences continentales. Et donc l'idée, c'est de la politique et la stratégie spatiale que cette agence est censée fédérer et apporter au plus grand nombre les bienfaits du spatial. Parce qu'il y a des petits pays qui n'ont pas accès à ces choses. Et donc l'Agence spatiale africaine peut être un vecteur pour leur permettre de profiter de ces avancées. Alors ces avancées, tout à l'heure, on en a parlé, mais pour être plus concret encore sur le continent africain, vous avez parlé d'agriculture, mais qu'est-ce que l'espace peut apporter concrètement au quotidien des Africains ? Déjà, en termes de transactions bancaires, il n'y a aucune transaction bancaire qui ne peut se faire aujourd'hui sans satellite. Les gens ne le savent pas, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je ne parle même pas de la sécurité, quelque chose de très important, mais en termes civils, on peut, par exemple, traiter des problèmes au niveau de l'agriculture, au niveau des plantes. Parce que l'observation de la Terre permet d'avoir une vue très très haute de certains phénomènes, et ça permet d'améliorer et d'aller, par exemple, soigner des plantes avant que le mâle atteigne l'intégralité d'un champ, par exemple. Ça, c'est des choses qui existent, qui sont appliquées. Ou par exemple, il y a des logiciels qui permettent d'optimiser l'arrosage des plantes en fonction de là où vous êtes dans le monde et en fonction de quand est-ce que vous êtes en juillet, en août ou en septembre. La pluviométrie et tout ça. Voilà, la pluviométrie. Et ça permet d'optimiser et donc d'économiser de l'eau. D'un point de vue scientifique extérieur, il y a aussi une question importante. Vous incarnez une certaine qualification dans cette diaspora scientifique. Comment transformer ces compétences en levier structurant pour le continent ? Parce qu'il faut des bras aussi et des cerveaux. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, étant en France, travaillant dans un groupe international, j'ai créé une association qui s'appelle African Aeronautic and Space Organization, qui a pour objectif de convaincre les décideurs africains d'utiliser l'aéronautique et les sciences spatiales pour le développement. Donc, ce qu'on fait, j'interviens dans des médias comme celui-ci, on organise des événements. Il y a 2 jours, j'ai organisé au Musée de l'air et de l'espace du Bourget un événement qui s'appelle ASIT, African Aeronautic and Space Innovation Trophy, qui a lieu tous les 2 ans. On a récompensé le président du Conseil spatial africain, le docteur Tidiane Ouattara. Oui. Et donc, on a fait appel à des experts africains qui sont venus. On a fait appel à des Africains qui ont parlé dans des panels. Et il y a l'Agence spatiale européenne était là, l'Agence spatiale du Brésil était là, l'Agence spatiale d'Allemagne était là. Voilà. On comprend. Merci beaucoup à vous. On suivra évidemment, on aura l'occasion d'en parler longuement sur cette antenne parce que c'est des sujets qui sont passionnants et concernants. Merci beaucoup, Sékou Ouédraogo, d'être venu sur France 24. Vous avez parlé de votre association. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de l'Agence spatiale africaine, vecteur de développement, préfacé par l'astronaute Jean-Luc Chrétien. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Ouagadougou à la Lune, en passant par Toulouse, Paris, n'est-ce pas ? Merci. Tout à fait. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Il est écrit qu'ils sont l'État islamique, mais nous n'avons vu ni État, ni islam. Nous sommes somaliens. Ils veulent nous induire en erreur. Un type t'appelle et te dit « Je suis de l'EI ». Il te dit « Tu dois nous payer $20 000 par an pour ta protection ». Leur programme est de voler,
et de tuer. Attention, il peut y avoir des pièges. Ils se cachent. Nous devons être en état d'alerte où que l'on aille. Ils peuvent acheter ça n'importe où. C'est made in China. Ce sont des usurpateurs d'idéologie. Et ils sont venus ici pour se cacher et pour causer le chaos dans le monde. Nous postons des photos de tous les succès de l'armée pour que notre peuple se sente en confiance. Nous sommes prêts à mourir et à être blessés pour cette cause. Somalie, le nouveau front de Daesh, à voir sur France 24.